Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, heureux sommes-nous de vous savoir toujours câblé 94.3 Radio Cotonou. Comme vous le constatez, votre émission dominicale Franc-parler démarre plus tôt. 30 minutes de plus pour tirer le maximum de nos invités et aussi pour accorder un peu plus de temps d'intervention, chers auditeurs, auditrices de Radio Cotonou. Gardez donc votre position d'écoute. Si on se permet d'établir la liste des secteurs qui recrutent de plus au Bénin, il est évident que l'escroquerie occuperait une place de choix. Le phénomène a pris une allure inquiétante avec le développement des outils numériques. La cybercriminalité est donc une plaie béante dans notre société. Au sommet de l'État, une traque a été lancée contre les cybercriminels, en majorité jeunes. Même arrêtés, jugés, condamnés et jetés en prison, ils sont encore opérationnels. De la prison, ils frappent fort. Même les seniors, dans leur rang, une fois libérés, après avoir purgé leur peine, reprennent du service. Les techniques d'approche sont multiples. Les forces occultes sont sollicitées par endroits. Et bien entendu pour atteindre des victimes. Alors, pour analyser ce mal pernicieux et surtout aborder sa dimension sociologique, Radio Cotonou ouvre son antenne au professeur titulaire de sociologie anthropologie religieuse, professeur Doji Amuzouvi. Bonjour à vous. Bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, la voix des Cotonois 94.3. Merci. Que suis-je heureux d'être ici dans les locaux de Radio Cotonou. C'est la première fois. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je voudrais saluer et admirer le travail que vous faites au niveau de la radio. Merci. Remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous supportent au quotidien pour que l'information, la vraie, la juste et la sérieuse nous soit servie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi. Parce que dimanche est souvent chargé pour bon nombre de cadres. Et nous allons donc vous dire tout simplement qu'à la mise en onde de cette émission, Ghislain Ngwangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser des questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Alors, professeur Doji Amuzouvi, escroquerie, c'est ce qu'on entendait par le passé. Aujourd'hui, ça devient la cybercriminalité. Qu'est-ce qui pousse à en faire un métier? D'accord, je voudrais vous remercier pour votre question. Remercier encore une fois tous ceux qui nous suivent depuis leur position sur la planète Terre. Tout à fait. Je ne peux pas dire et je ne sais pas dire si aujourd'hui la cybercriminalité au Bénin, en tout cas, au vu des allures, comme vous venez de le dire, qu'elle prend, constitue un métier. Ça n'a jamais été un métier, ce ne sera pas un métier, et il faut que toutes les composantes de la société se mettent ensemble à travailler pour que ce ne devienne pas un métier, puisqu'il est et demeure un crime, en tout cas au vu des dispositions juridiques et légales que nous avons aujourd'hui dans le pays. Mais votre question était de savoir pourquoi est-ce que nous avons cette recrudescence, ou nous avons cette importance-là. Beaucoup plus de jeunes, vous l'aviez dit dans la présentation liminaire de cette émission. Je dirais tout de go que l'un des facteurs les plus importants que nous pourrions exhumer ou que nous pouvons décrire ou que nous pouvons interroger, c'est d'abord la marche du monde, c'est l'évolution, c'est la présence du Bénin dans un monde globalisé, c'est ce que j'appelle dans d'autres mondes les déchets de la modernité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes, nous avons des supports, donc
par le numérique, certains qui rivalisent d'intelligence, d'ingéniosité ou de ruse pour pouvoir soutirer de l'argent à d'autres avec ou sans la complicité d'autres personnes. S'il n'y avait pas le support numérique, donc s'il n'y avait pas ce développement extraordinaire, ce progrès technologique du numérique, certainement que nous n'en serons pas là en train de dire cela. Donc, l'importance que nous donnons à juste titre au numérique a aussi ses revers. Et c'est cette instrumentalisation mauvaise, c'est cette instrumentalisation déviante de tous les supports numériques qui s'offrent aux jeunes que nous attaquons. Ensuite, la deuxième raison, le deuxième motif, c'est quand même ce que j'ai appelé le dysfonctionnement de nos institutions sociales. Quelles que soient institutions sociales. Des institutions sociales. Les institutions sociales aujourd'hui, avec les acteurs qui les animent, ne sont plus toujours en train de jouer les fonctions pour lesquelles... Développez-nous en une minute. Très bien. Prenez la famille. Vous appelez institution sociale. Oui. Je commence par la famille. La famille n'est plus famille. Oui. L'école n'est plus l'école. L'université n'est plus université. L'église n'est plus église. Le couvent n'est plus le couvent. La mosquée n'est plus la mosquée. Tous ces espaces de socialisation qui devaient prendre le citoyen en charge, qui devaient prendre l'enfant en charge, qui devaient prendre le jeune en charge pour lui donner les valeurs boussoles, pour lui donner les valeurs du travail aujourd'hui dysfonctionnent. Commençons par la famille. Vous prenez la famille aujourd'hui, au Bénin, dans les grandes villes en tout cas, elle n'est plus cette institution que nous avions eue hier, à l'intérieur de laquelle l'enfant naît, grandit, acquiert les premières valeurs. Nous avons des structures familiales aujourd'hui qui fonctionnent comme des familles à responsabilité limitée. On devient père jeune, on fait l'amour précocement, on n'est pas prêt dans la tête, on n'est pas prêt dans le cœur, on n'est pas prêt dans la poche. Être prêt dans la tête, c'est être mature. Être prêt dans le cœur, c'est aimer. Être prêt dans la poche, c'est être financièrement à même d'assumer les responsabilités financières de l'enfant qui naît, dont on est père ou mère. Mais puisque cette famille-là, où les parents, le père et la mère, excusez du peu, qui se mettent ensemble pour faire venir l'enfant, ils le font précocement, ils le font beaucoup plus tôt. Conclusion, la famille ne joue plus son rôle. Le père n'est pas suffisamment éduqué, la mère n'est pas suffisamment éduquée, il ne peut pas en retour éduquer son enfant. Deuxième chose, vous avez un peu une sorte de famille aujourd'hui éclatée aux quatre coins de Cotonou, aux quatre coins de Porto Novo, aux quatre coins d'Abomey, dans nos grandes villes. Le papa, il vit à Ouedo avec son épouse et deux enfants, il a une copine à Ijedo avec ou sans enfants, il en a une à Godomé avec enfants, il en a une autre à Sékou, et puis il doit faire le... Des fois même à l'étranger. Des fois même à l'étranger, ça c'est ceux qui ont pignon sur rue. Mais déjà aux 4 quartiers de Cotonou, il a 4 foyers. Lorsqu'un enfant apparaît dans ces conditions-là, je ne vois pas l'autorité parentale, comment on peut l'assumer. Et parfois c'est avec ou sans l'accompagnement, la complicité de nos mères, avec ou sans, je dis. Donc, la première institution sociale, elle dysfonctionne, elle n'est plus institution sociale. Vous allez à l'école. Vous commencez l'école, vous commencez la catéchèse. Le maître catéchiste n'est pas un maître catéchiste, l'enseignant n'est pas un enseignant. Par lui ou par les réalités administratives, politiques que nous avons en place aujourd'hui, ou les nombreuses dispositions légales qui sont prises ailleurs et qui nous sont parachutées au Bénin comme ça, l'autorité de l'enseignant est mise à mal. Lui-même, il n'a pas été très bien formé pour assumer son rôle d'instituteur, son rôle d'enseignant, son rôle de professeur, ainsi de suite. Et d'éducateur. Et ça rejaillit sur toute la chaîne. Donc l'école n'est plus l'école. Vous allez dans le couvent. Le chef couvent, le responsable, le dignitaire ne l'est plus, le pasteur ne l'est plus, le prêtre ne l'est plus. Après, ils vous disent, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Or, nous sommes là dans
d'un espace d'exemplarité où la pédagogie de l'exemple devait être le premier mot d'ordre. Lorsque l'enfant vous voit faire et que vous revenez lui dire exactement le contraire de ce que vous avez fait, soit il est perdu, soit il ne vous suit plus, soit il est déstructuré. Donc, quelles que soient les institutions que nous prenons, il y a une sorte de perte de repère, une sorte de perte de référence, une sorte de perte de boussole, ou bien il y a que les nouvelles valeurs que nous prenons aujourd'hui, les nouvelles références qu'on propose aux enfants, la figure de la réussite sociale aujourd'hui, ce n'est plus celui qui a trimé, qui a travaillé dur pour parvenir au sommet. C'est celui qui du jour au lendemain, parce qu'il a fait la politique, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a escroqué, parce qu'il a volé. Hier, la honte, le déshonneur étaient des situations que tout le monde fuyait. Oui. Ce n'était pas seulement lié à la seule personne par qui le déshonneur tombe sur la famille. Donc toute la famille s'unissait pour empêcher un élément de cette famille. Il faut défendre ton nom. Il faut défendre ton nom. Il faut défendre ton nom. Il faut que le nom que tu portes soit un nom digne. Aujourd'hui, c'est à peine que si voler a un problème, on dit bon, il y a quoi? Il y a que je vais aller en prison, je vais revenir quelques mois après, et je vais encore pavaner sur ma moto, dans ma voiture, avec l'argent volé, etc. Donc, nous avons quitté un certain nombre de valeurs références, de valeurs boussoles, pour nous retrouver, socialement parlant, dans d'autres types de valeurs. Nous ne sommes pas toujours préparés à cela. Il y en a qui nous tombent dessus. Regardez un peu toutes les informations que nous recevons de l'Internet, des réseaux sociaux. Personne ou très peu de gens se posent la question de savoir est-ce que nos oreilles sont préparées pour recevoir ces messages-là. Nous ne recevons pas toujours ces messages. En face, qu'est-ce que la société propose? La société, au lieu de proposer des personnes modèles, propose des censeurs, des personnes qui arrivent et qui, dans une sorte d'incantation, disent les jeunes sont ci, les jeunes sont ça, les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais il faut arriver à mettre un nom sur le mal dont souffrent les jeunes, les difficultés qui sont les leurs, et leur proposer des solutions, quelles qu'elles soient, mais des solutions utiles pour régler ce problème. Donc, en face de ce tableau que nous dépeignons là, qui est un tableau difficile et qui est un tableau conséquence de la marche de notre société, de l'évolution de notre société, de la transformation et de la société béninoise et de la société globale. Nous avons de ces travers, nous avons de ces crimes, mais il faut que les auditeurs et nous-mêmes, nous soyons d'accord. La cybercriminalité, ce phénomène reste et demeure un crime et doit être puni avec les rigueurs de la loi. Il n'y a pas à manager avec, il n'y a pas à flirter avec, il n'y a pas à négocier avec cela. Oui, et j'aimerais donc rebondir sur cet aspect rapidement. On constate dans notre pays quand même, cela se développe comme cela se doit, une cybercriminalité ou une criminalité, une escroquerie qu'on peut appeler alimentaire. Oui. C'est que quelqu'un vous appelle et ils ont tellement cette capacité à trouver les expressions qu'il faut pour soutirer peut-être 5 000, 10 000, 20 000 pour régler un problème. On vous dit, je suis dans une panne sèche, aidez-moi, trouvez-moi 5 000 francs. Et on vous appelle avec la courtoisie, la familiarité. Est-ce qu'il faut déjà encourager cette forme de criminalité ou cybercriminalité alimentaire? Parce que celui qui a volé un œuf volera un bœuf. Ce que vous décrivez si bien, qui se passe tous les jours, c'est 5 000 francs, c'est 2 000 francs, c'est 10 000 maximum. Mais imaginez si ça se passe avec 10 personnes dans la journée. Vous voyez un peu ce que ça fait à la fin de la journée comme pactole. Et puis, je viens de dire, celui qui a volé un œuf volera un bœuf. Si on ne fait rien pour arrêter ce genre d'amitié ou de familiarité transformée en procuration ou en prise en charge pour, on dit tout flatteur vu aux dépens de celui qui le coûte. On ne fait rien pour arrêter ça, pour amener les gens à assumer et à assurer. Demain, ce serait trop tard. Attention,
Cela dit, nous ne révoquons pas les principes d'entraide et de solidarité sociale. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On aura toujours besoin de l'autre dans la société. Donc, un dépannage une fois en passant, c'est des choses qui arrivent et qui sont normales. Mais s'inscrit dans une logique de soutirer parce qu'on est plus rusé, parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on se croit plus intelligent. Je prends un exemple. Le citoyen qui vous aborde dans la rue et qui vous annonce que sa femme est sur un lit d'hôpital et qu'il doit accoucher. Et que là, il a besoin d'acheter un médicament. Et il est même en mesure de vous brandir une ordonnance pour dire « je veux acheter un médicament ». Vous réglez ou bien vous accompagnez ce monsieur. Mais 2 jours après, il vous sert encore dans la rue la même stratégie. Comment peut-on expliquer ça? Vigilance. Vigilance et vigilance. Nous partageons ensemble une humanité, que ce soit mendiant, que ce soit personne ayant besoin de l'autre. Dans le cas que vous venez de décrire, ça peut arriver, ça arrive. Et une fois en passant, dépanner quelqu'un comme cela, ce n'est pas encore un problème, c'est montrer la solidarité humaine agissante. Mais si mal lui prend et que demain vous le revoyez, vous n'allez plus tomber dans le panneau. Vous comprenez tout de suite que c'est un anarque. Vous comprenez tout de suite que c'est un escroc et vous balancez. Il y a même mieux. J'étais quelque part la dernière fois hors du pays et des enfants de ce pays, dans une ville majoritairement musulmane. Moi, j'ai quitté mon Bénin natal avec l'idée de cette talibé, de cette sorte de mendicité rituelle, formative, etc., etc. Donc, j'ai vu venir les enfants qui demandaient de l'argent. J'étais avec des collègues qui étaient citoyens de ce pays-là. Et puis au moment où moi, je devais mettre la main dans la poche pour donner, parce que je me dis, peut-être que c'est normal. Et puis après 2 semaines de présence, c'était la première fois que j'étais confronté à cela. Je voulais faire agir la générosité. Quand elle me dit, non, ne fais pas. Ne fais surtout pas ça. Parce que c'est des enfants qui sont manipulés par des réseaux. Ils sont envoyés par des personnes très bien en place, etc. Structure organisée. C'est une structure organisée pour une sorte de trafic ou d'exploitation juvénile, etc. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que derrière ce visage de pauvreté, d'ange, ce visage d'enfant qui me tend la main dans la rue, il y a de gros bonnets, il y a des trafiquants internationaux, je vais dire, qui les utilisent, donc qui agissent sur la générosité. Est-ce qu'il y a une solution à cela? Humainement, de ma position de sociologue, supprimer la solidarité agissante, supprimer l'entraide serait enlever à la société l'un de ses piliers de base. Mais pour le moment, la seule solution que je trouve, c'est d'appeler les uns et les autres à la vigilance, et puis c'est d'appeler les uns et les autres à assumer leur humanité. On dit en fond que avant que toi-même, ta volaille n'aille faire les rituels ou les sacrifices chez le Bokono, avant que les volailles de la famille n'aillent faire les rituels chez le Bokono, il faut avoir épuisé les tiennes. Il faut que tes pôles soient épuisés. Et donc, on doit, chacun de nous doit pouvoir se dire, j'assume. Mais seul, il y a des situations auxquelles on n'a pas pensé. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons des mutualités, nous avons des assurances, nous avons des protections, même des travailleurs. Il peut du jour au lendemain tomber dans une précarité. Et il faut donc que cette solidarité agissante puisse venir l'aider. Mais à être vigilant pour déceler les couacs, pour déceler les escroqueries, ce doit être le mot d'ordre. À côté de ça, interpeller l'État à travers tous ses démembrements
pour juguler cette crise-là ou ce phénomène mauvais. D'accord. Alors, si je reviens donc sur l'exemple que je donnais tantôt concernant les escrocs qui utilisent, par exemple, mon enfant est malade, ma femme est malade, ma maman est malade et tout, mais est-ce que les escrocs même perçoivent la dimension spirituelle de leur acte? Je vous sais très attaché à la culture traditionnelle. Est-ce que c'est bien pour les escrocs d'utiliser des expressions du genre vis-à-vis de leurs parents? Moi, je ne ferai jamais ça. Oui. Moi, je ne donnerai même pas comme excuse le fait que ma voiture est en panne, c'est pour ça que je ne peux pas arriver à l'heure. Moi, je ne dirai pas que j'ai un mal de ventre, parce que je vais m'attirer moi-même ces malheurs-là. Si nos amis, nos frères, nos concitoyens pouvaient imaginer que cette parole qu'ils sortent et qu'ils servent à l'autre, cette parole est douée d'énergie et qui peut leur être retournée parce que cette énergie est captée par des forces invisibles et ce qu'ils ont annoncé adviendra et adviendra absolument, ils se retiendront d'exposer faussement une maladie d'un parent. C'est s'attirer le malheur, simplement spirituellement parlant, et à considérer la force du verbe. Il faut, s'il le savait, je suis sûr qu'il ne prendrait pas ce chemin-là. On peut donc dire fondamentalement, selon vous, que la racine de ce mal, l'escroquerie, la cybercriminalité, se trouve fondamentalement dans la mauvaise éducation, c'est ça? Pas simplement. Oui. Pas simplement. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un seul facteur explique un fait social. D'accord. La question de l'éducation elle-même est une problématique qui a des embranchements avec beaucoup d'autres pôles. Et transmettre l'information, transmettre la valeur, seul ne suffit pas. Qui transmet la valeur? La question des acteurs. Dans quelles conditions on transmet la valeur? Quel type d'information on manipule pour transmettre la valeur? À qui on le transmet? Quelles sont les conditions économiques de la personne qui transmet et à qui on transmet? Je m'en arrête à ces quelques éléments pour dire que adopter une valeur ne dépend pas seulement de l'information qu'on en a, mais ça dépend aussi des conditions, de la vision, du moment, des contextes, des acteurs, de beaucoup de choses pour que cette valeur-là soit adoptée. Tout à l'heure, lorsque nous donnions des exemples, nous avions dit on est face à des acteurs de socialisation majeurs, donc face à des adultes qui font autre chose, mais qui disent autre chose. Ce hiatus entre le faire et le dire, ce hiatus fait que celui à qui vous transmettez le message, ça brouille le message. Les repères sont brouillés, il n'a pas la bonne information, il y a une information tronquée. À partir de ce moment, ne vous attendez pas à ce que cette valeur-là soit adoptée. Et puis, ça ne va pas de soi. Il n'y a personne au monde, il n'y a aucune société au monde où on peut faire bon marché de la passion de l'homme. Ça n'existe pas. Dès que vous vous mettez à éduquer, à accompagner un enfant ou un peuple, il faut mettre en même temps en place toutes les autres mesures qui amèneront cet enfant ou ce citoyen à être vertueux. Il me plaît souvent de donner un exemple très extrême. Le plus saint des saints que nous connaissons aujourd'hui, seul, mis dans un système corrompu, pollué, il sera pollué. Le plus pollué qu'on puisse imaginer, mis dans un système de saints, il est obligé de rentrer dans la sainteté. Donc, c'est une question de système et l'éducation peut être une épine dorsale, mais tous les autres éléments vont avec. Vous prenez la justice, vous prenez la prison, vous prenez tous les systèmes aujourd'hui mis en place, toutes les institutions, qu'elles soient sociales, religieuses, républicaines, politiques, si qu'une de ces institutions jouait convenablement son rôle, on n'aurait pas ce que nous sommes en train d'avoir. Il n'y a pas de possibilité donc pour l'escroc de rentrer dans la cybercriminalité et de trouver un terrain aussi favorable au Bénin si entre-temps, par exemple, on prévoyait un certain nombre de choses. Nous avons l'ouverture sur Internet, nous avons tout ce que le monde, le progrès scientifique aujourd'hui nous apporte grâce au numérique, mais en même temps,
il y a des pays dans lesquels vous y allez, si vous n'êtes pas dans une institution spécialisée reconnue comme telle, il y a des mots, dès que vous introduisez ces mots-là dans des moteurs de recherche, tout de suite c'est bloqué. Donc, on restreint cette autoroute numérique pour empêcher déjà à un certain niveau que n'importe qui ne se lève un beau matin et parce qu'il maîtrise les dessous du numérique commence par escroquer. Donc il y a que à tous les paliers de la société, chaque institution doit pouvoir franchement jouer son rôle pour qu'après, toutes les autres institutions se mettent ensemble pour que nous ayons une société du moins exemplaire ou à tout le moins cohérente. D'accord. Mais comment imaginer donc des parents qui vivent fondamentalement du butin récolté de la cybercriminalité? Je refuse de donner ce rôle de parent à ces personnes-là qui, conscientes de la source de l'argent, en usent. Je dirais même en abusent. Un vrai parent qui constate que du jour au lendemain, son fils, un jeune, étale des signes évidents, des manifestations évidentes d'une aisance dont il ne connaît pas la source, devrait demander, devrait faire ses enquêtes, devrait l'obliger à dire d'où est-ce que ça vient. S'il ne le dit pas, qu'il se tait, par son silence, il devient complice. Puisqu'il sait que le jeune n'a pas un travail, puisqu'il sait que le jeune est encore sous sa coupole, sous sa tutelle, etc., etc., du jour au lendemain, voilà, le jeune commence par être mon fils vient, ou mon cousin vient, ou ceci ou vient. Ça là, ça vient d'où? Et chercher, s'il ne peut pas par lui-même, qu'il aille vers les structures étatiques pour dire voilà ce que je constate, aidez-moi à comprendre. Si lui-même, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas établir un dialogue sérieux. Mais ce que je dis à ceci d'important que pour que cela arrive, il faut qu'il y ait le père joue son rôle. Il faut qu'il y ait la mère joue son rôle. Il faut qu'il y ait les parents aient déjà fait ce qu'ils ont à faire afin que l'enfant n'arrive pas à ce niveau. Si c'est à l'école, l'instituteur, le maître, le professeur, l'enseignant doit pouvoir aussi interpeller d'une manière ou d'une autre. Ah, comment ça se passe? Pourquoi c'est? Pourquoi ça? Mais aujourd'hui, au nom d'une certaine évolution du monde, au nom d'un certain positionnement des droits de l'homme, des droits de l'enfant, on nous a envoyé des références dans lesquelles nous ne nous retrouvons pas du tout. On nous a bazardé, jeté par-dessus bord un ensemble de dispositions et nous ne nous sommes pas posé la question de savoir est-ce que cette disposition correspond à l'évolution en temps de notre société. Peut-être que c'est bon pour les autres sociétés, mais nous devons nous-mêmes nous poser la question, est-ce que oui ou non nous adoptons cela? Regardez, il a fallu que quelque part, dans une certaine France, le Parlement prenne une décision de ne plus donner de fessées aux enfants. Et puis ça, il se met, on dit, bon, il ne faut pas maltraiter, il ne faut pas martyriser. Mais tous les tenants de l'éducation nous ont montré en quoi est-ce que cette transmission de valeurs peut amener une certaine contrainte. Donner une fessée à un enfant, a priori, n'est pas encore de la maltraitance. En quoi est-ce que, quelle est la limite? Quel est le fil? Où est-ce que j'arrête? Où est-ce que je n'arrête pas? Jusqu'où est-ce que je peux m'arrêter lorsque je suis père? Nombreuses sont les voix qui se lèvent pour dire, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur ces choses? Est-ce qu'il ne faut pas restaurer l'autorité parentale? Est-ce que les parents n'arrivent plus à assumer convenablement la garde, la maîtrise de leurs enfants parce que les tests, les lois les ont dépossédés du minimum qu'il faut. Il faut donc qu'on revoie les tests, qu'on revoie les lois pour que le parent soit entièrement... Je ne dis pas qu'il faut rendre les parents dictateurs. C'est pas ce que je dis. Mais il faut restaurer l'autorité. Donc un parent qui fait ça, pouvoir interpeller son enfant, doit pouvoir cheminer avec l'enfant, dialoguer avec son enfant pour pouvoir mieux le guider et empêcher à terme. Mais que voyons-nous? Nous voyons simplement que il s'y prélasse, beaucoup, pas tous, s'y prélasse, et dans ces conditions, moi en tout cas, dans mon raisonnement, on lui retire le titre de parent. Un parent, un vrai, ne peut pas aller jusque-là et être complice du faux, du vol, du crime de sa progéniture. Mais on voit aussi chez les escrocs, si on peut les appeler ainsi, la belle vie,
La femme, les boissons, la vie dans les boîtes de nuit, les vices s'enchaînent avec les ressources issues de la cybercriminalité. Alors, comment peut-on choisir, et je le disais au départ, que c'est devenu une profession, ce que vous avez refusé, en quelque sorte. Mais quand vous faites l'escroquerie, parce que ça se chiffre même en termes de millions, voire des milliards. Il y a des gens qui arrivent donc à prendre de gros sous. Tout à fait. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent et investir dans quelque chose? Parce que j'ai cherché à savoir, et ce n'est pas pour stigmatiser ceux qui sont détenteurs des boutiques de vêtements. J'ai cherché à savoir parce que vous prenez une rue de 100 mètres, vous êtes en mesure de trouver peut-être 3 boutiques, 4 boutiques de vêtements. Je me suis posé la question de savoir, mais comment ils arrivent à vendre? Si dans une rue, on peut avoir 3 ou 4 boutiques de vêtements. Et là, on m'a dit, mais non, mon frère, tu te trompes. C'est quand on a commencé la traque des cybercriminels qu'il y a eu boom dans ce secteur. Parce qu'ils ouvrent les boutiques de vêtements pour cacher en réalité leurs vraies activités. Donc, ils utilisent ces boutiques de vêtements comme société d'écran pour montrer qu'ils ont une activité. Mais en réalité, ce n'est pas leur activité de préférence, ce sont des escrocs. Et je précise que je ne suis pas en train de stigmatiser les propriétaires de ces boutiques de vêtements, mais c'est l'exemple qu'on m'a donné, c'est la réponse qu'on m'a donnée quand j'ai cherché à savoir pourquoi ces boutiques-là pullulent dans la ville, est-ce qu'ils arrivent vraiment à rentabiliser? Alors, comment peut-on analyser ce phénomène? Vous volez de l'argent, vous escroquez quelqu'un, mais vous ne mettez pas dans une activité durable, mais vous continuez toujours à escroquer, à dépenser. Et ce sont eux qui soutiennent les artistes, qui accompagnent ici, qui accompagnent telle initiative et qui se pavanent véritablement via les ressources qui sont issues de l'escroquerie. Oui, chers collègues, chers amis, mon frère, oui. C'est quand même... ça saute à l'œil, hein, ça saute aux yeux. Oui. Un bien mal acquis ne profite presque jamais, ou ne profite jamais. C'est ce que nous disons. Oui. Deuxième position majeure, ces gens-là, oui. Qu'ont-ils appris hier? Que savent-ils faire? C'est des jeunes qui, à peine parvenus à l'âge où ils doivent fermer normalement le niveau bac pour entrer à l'université ou pour faire X ou Y chose, s'y donnent. Mais il y a aussi des personnes âgées, des personnes expérimentées, des grandes personnes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas simplement dire c'est de la facilité. C'est plus profond, c'est plus complexe que cela. Mais quand on prend le gros lot et le problème que vous soulevez, l'argent que vous gagnez aussi facilement, vous le dépensez aussi facilement. Vous flambez ces sous, puisque vous n'avez pas souffert pour l'avoir. Vous n'avez pas programmé, vous n'avez pas planifié, vous n'avez pas mis en place un système, en tout cas pour la très grande majorité. C'est pour cela que vous les voyez dans les bois, vous les voyez étaler des signes extraordinaires de richesse, vous les voyez... Même des autorités politiques. On en a encore condamné il y a 10 ans, il y a quelques jours seulement. Même des autorités. C'est pour ça que vous les voyez offrir à des paroisses, offrir à des obédiences religieuses, toutes obédiences confondues, des instruments de musique, construire tel immeuble pour telle religion, etc., etc. Ils n'ont pas de la peine à faire ça. Si on était dans une situation normale de pression et de température, c'est à l'issue de la peine de cette personne-là qu'il va mettre de côté, dans le bénéfice, dans le profit qu'il fera, le peu qui rentrera dans le mécénat. Mais ici, le monsieur, il ne s'attendait pas à ça. Du jour au lendemain, il a cela. Et il sait que demain, à chaque jour suffisant sa peine, il trouvera encore une âme en peine pour escroquer, etc. Et il peut donc dépenser, flamber sans arrière-pensée. C'est ça. Il y a une certaine évolution en fonction de la traque, un peu comme vous êtes en train de dire. Ils se sont réfugiés, certains ont fui le pays, certains ont abandonné, ce qui est déjà bien. D'autres se sont convertis ou en façade pour pouvoir mieux blanchir, si le mot est correct. Et un peu comme vous dites, ils le prennent comme un paravent, ils le prennent comme... mais foncièrement, ce n'est pas vendre qui est le problème, mais c'est de montrer une activité plus ou moins régulière et tout derrière le rideau, continuer par faire ce qu'on est en train de faire. Mais sale temps pour ces gens-là,
en raison de la riposte et de la réponse que les autorités à divers niveaux qui sont compétentes dans le domaine ont engagé un assainissement de ce secteur, une traque vers ces criminels-là. Et je puis dire, avec les résultats obtenus ça et là, je puis dire qu'il n'y a pas de beau jour pour ces gens-là, que ce soit qu'ils mettent d'autres activités en paravent ou non, il n'y a pas de beau jour. Le seul, c'est d'arrêter de faire ce genre, de commettre ce genre de crime. D'accord. Je voudrais jeter maintenant ma pierre, bien entendu, dans le rang de ceux qui devraient donc porter des valeurs. Et je m'adresse donc à nos dignitaires, par exemple, pour dire quand même, comment peut-on faire ces activités et faire recours à des forces occultes? Vous voyez des victimes qui sont paralysées, qui sont dénaturées, déstructurées, tout vole en éclats. On peut même se donner la mort après avoir été victime. Et donc, est-ce que c'est normal de continuer nos autorités religieuses, je le dis, est-ce que ces gens-là devraient continuer à accompagner ces cybercriminels? Alors, je vous remercie. Oui. C'est un vrai pavé que vous jetez dans la mare. Oui. La problématique telle qu'elle est présentée au Bénin, oui, et la réaction que certains acteurs religieux ont vis-à-vis de cette problématique ne me semble pas bien à propos, ne me semble pas juste. Beaucoup réagissent polémiquement à ce que les gens disent de nous. Oui. Je prends par exemple les dignitaires de la religion du Vaudou, par exemple, oui, où on allie souvent l'accompagnement de ces personnes-là au Vaudounon. Et je vois ça et là des initiatives il faut enregistrer les Bokono qui existent, il faut que les Vaudounon se réunissent pour donner une réponse, pour pouvoir séparer les bons grains de livres. Je dis, oh là. On se trompe, c'est ça? On va vite en besogne. D'accord. On va vite en besogne. D'accord. Expliquez-nous votre position. Ma position est celle-ci. Il ne faut pas confondre les personnes qui maîtrisent un ensemble de principes, un ensemble de forces, un ensemble d'énergie qui les maîtrisent et qui le mettent au service de X ou Y, aux religions, aux acteurs religieux. Non. Deuxième chose, il ne faut pas stigmatiser une religion, soit-elle celle du vaudou, et le montrer en épingle comme étant l'obédience qui est de mèche ou de connivence avec ces criminels-là. C'est faux. À bien chercher. Oui. Des gens auront leur pasteur qui vont prier pour eux. Des gens auront le marabout, des gens auront le vaudounon, des gens auront toute personne qu'ils pensent que, grâce à sa maîtrise d'un ensemble de réalités, d'entités ou de forces dans l'invisible, ils peuvent les aider à commettre impunément leurs crimes. Nous sommes dans les entités attendez, invisibles. Vous êtes en train de nous dire quoi? Oui. Que même nos cybercriminels ont leur pasteur, c'est ça? Ont leur prêtre? Toute personne, nous sommes au Bénin. Oui. Toute personne qui démarre une activité, fût-elle criminelle ou non, peut très bien aller vers un pasteur ou son pasteur dit « Prie pour moi pour que j'obtienne ceci ou cela ». D'accord. Je vois des gens qui vont offrir des instruments de musique dans leur église, d'orchestre complet. Je vois des gens qui achètent des paquets de tôle pour la construction de l'église, qui achètent des tonnes de ciment, etc. Même des véhicules, des bus qui sont donnés. C'est général. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. La troisième chose importante que je voudrais dire, ce n'est pas pour dédouaner, mais c'est pour expliquer. Aucun dignitaire, et là je viens sur les religieux, aucun dignitaire religieux, toute obédience confondue, digne de ce nom, dignitaire religieux digne de ce nom, ne se mettrait de mèche avec quelqu'un qui vient lui dire « Aide-moi à escroquer impunément tel ou tel ». Ça ne se passe presque jamais comme ça, je sais de quoi je vous parle. Alors comment ça se passe? Lorsque le monsieur vient, il est présumé de bonne foi, il est de bonne foi.
Vous êtes son bokono, vous êtes son pasteur, vous êtes son mamie, vous êtes son marabout, vous êtes son imam. Il sait que vous l'aidez, vous l'accompagnez dans les prières spirituellement, dans le monde invisible. Il dit, j'ai eu une affaire avec tel. Nous avons conduit l'affaire sur 1 mois, sur 2 mois, sur 6 mois. L'affaire est arrivée à terme, ça a mûri et nous avons gagné 10 millions. Nous avons gagné 200 000. Au moment du partage, il refuse de me donner mon argent. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour que ça ramollisse son cœur? Est-ce que tu peux agir sur sa décision afin qu'il m'envoie mon dû? Mon frère, si vous maîtrisez des forces de la nature pour amener par la prière ou par les incantations, par la force du verbe ou par des libations et par autres, n'importe quel procédé maîtrisant des énergies, à accompagner celui-là. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre celui-là et celui qui est malade, dont l'enfant est malade, qui vient vers vous pour dire « Mon enfant est malade, aide-moi par la force du verbe à avoir une bonne thérapie. » Alors, lorsque la personne vient vers vous, et je puis vous dire que la grande majorité, c'est ce discours-là qu'il sait. Comment est-ce que lui pourra savoir, celui qui accompagne, il pourra savoir à l'avance que c'est de l'escroquerie? Présenté comme ça. Mais ceux qui sont dans ce domaine-là sont des hommes de l'ombre. Comment un dignitaire ou un prêtre ou bien un pasteur n'arrive pas peut-être à voir au-delà pour savoir, mais ce monsieur qui me parle, il faut sonder la personne, hein, ou bien c'est pas nécessaire. Ou bien ils sont plus forts que les dignitaires. Non, ils ne sont pas plus forts qu'eux. Mais lorsque vous donnez la présomption, la bonne foi à la personne, vous ne cherchez pas autre mesure. C'est ça. Mais dès que vous cherchez, ou dès que vous-même vous êtes dans des prédispositions pour savoir que le discours que tient ce monsieur n'est pas un discours vrai, n'est pas un discours cohérent, n'est pas vrai, ou que vous avez l'information d'où elle doit venir, que, attention, il ne faut pas aller en soutien ou en accompagnement à cette personne-là, vous trouvez les bonnes manières. Tout de suite, vous arrêtez. Il y a des gens qui reçoivent des parents qui accompagnent des maladies, qui viennent vers des gens qui maîtrisent un certain nombre de réalités invisibles. Et tout de suite, ils sentent que, bon, le sort est jeté. Ils disent, bon, d'accord, c'est bien, prenez ce seau, prenez cette plante, allez faire ce bain-là, mais allez à l'hôpital. Parce qu'ils savent, ils ne lui diront pas systématiquement que son parent n'a plus beaucoup de jours pour vivre. Il lui dira, bon, et intelligemment, il se débarrasse. De cette manière-là, ceux qui sont réellement des dignitaires, dès qu'ils trouvent, soit ils tiennent un discours pour dire, ça là que tu fais, c'est pas bien, vous n'avez pas fait d'affaires, c'est plutôt toi qui veux escroquer, arrête ça, ça ne t'amènera pas loin, puisque ces réalités que nous maîtrisons, ces entités que nous maîtrisons, ces énergies que nous avons, lorsque vous les utilisez mal, ça se retourne contre vous. Tout à l'heure, nous avons sorti la force du verbe en disant « Mon enfant est malade alors qu'il n'est pas malade ». Vous attirez la maladie sur votre enfant. De cette même manière, quelqu'un, qu'il soit du vaudou, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit de quelle obédience que ce soit, ou qu'il ne soit d'aucune religion, mais qui maîtrise des entités invisibles, qui peut d'une manière ou d'une autre, orienter, manipuler, secourir ou pour pouvoir accompagner quelqu'un, lorsque vous l'utilisez mal, ça vous revient. Ça vous revient immanquablement, irrémédiablement. Ou c'est sur vous, ou c'est sur vos ayants droit. Donc, de cette manière-là, je voudrais que nous puissions dire, ce n'est pas une question religieuse a priori, elle peut être une question religieuse a posteriori. 2, c'est des gens qui maîtrisent des principes, des entités surnaturelles et qui le mettent à disposition. 3, il faut aussi comprendre le mode opératoire. Ce n'est pas toujours qu'on explique aux gens vers qui on va ce à quoi ça doit servir. On peut leur tenir autre discours, les orienter sur un autre chemin. 4, ou 5e, lorsque ça arrive comme ça, tout dignitaire, toute personne maîtrisant ces énergies ou ces entités, attention, il met le haut là, puisqu'il sait que quand il s'inscrit, il s'enregistre sur le mal, il récoltera le mal, tout de suite, il arrête. Maintenant, ceux qui le font en toute conscience et en toute responsabilité, ils vont subir les rigueurs de la loi déjà au Bénin, mais ils subiront aussi la rigueur des lois de l'invisible. Il n'y a absolument rien à voir. Vous êtes sûr?
puisque je vous le dis, ce n'est pas de l'assurance. Si j'ai un autre mot plus assuré que assurance, j'utiliserai ce mot. C'est ça. On récolte toujours ce qu'on a semé. Et quand tu sèmes le mal, tu récoltes le pire. Avant de poursuivre, je voudrais donc dire aux auditeurs que le standard est déjà ouvert. Ils peuvent nous appeler pour apporter leur contribution et si possible poser des questions aussi à l'invité. Donc nous allons poursuivre en attendant, mais je rappelle rapidement donc les numéros à appeler. Le 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73. Vous pouvez donc nous rappeler. La thématique du jour, c'est la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, analyse et approche sociologique. Et nous avons comme invité le professeur Doji Amozouvi qui est au studio, professeur titulaire de sociologie, anthropologie religieuse. C'est lui qui nous entretient depuis 10h30 sur cette émission. Et donc, nous allons poursuivre le débat concernant, bien entendu, les préoccupations que vous allez évoquer sur ce plateau. Mais je tiens à poursuivre l'émission avec vous, Monsieur Doji Amozouvi. Donc, quand vous allez aujourd'hui des gens qui sont enfermés au niveau de nos prisons et qui opèrent de la prison, comment vous voyez ça? Vous retombez exactement pile poil dans ce que je soulevais tout à l'heure. D'accord. Une prison. On me signale qu'il y a un auditeur qui est en ligne. On reviendra sur la question concernant le volet prison. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? À Fassou, en Frouane. D'accord, nous vous écoutons. Pour ma première question, d'abord, je vais saluer notre chef qui sont là d'abord. D'accord. Moi, je vais dire, est-ce que arrêter ces gens-là, c'est ça qui est le problème pour enfermer ces gens-là? C'est que s'ils ont enfermé, s'ils ont resté dans le cas qu'ils ont sorti, est-ce qu'ils peuvent oublier ce qu'ils font? S'ils sont encore ne peuvent continuer, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour eux, s'ils ont resté au prison du cas de sortie, il va oublier. On va créer une entreprise ou ça, quelque chose pour eux et de continuer de travailler. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup pour votre préoccupation. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. À qui avons l'honneur? Sébastien Yonrosso, Cotonou, Messebo, dans le 5e arrondissement. D'accord. Bonjour, monsieur Yonrosso. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, cher collègue Sébastien. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre brillante explication. Merci. Mais je sais que vous êtes toujours champion dans ça. Merci bien. Bon, ma première question. Et nos prisons sont supprimées aujourd'hui. La prison est un lieu d'arrêt et de correction. Mais aujourd'hui, nous constatons que dans nos prisons, ce n'est pas seulement au Bénin, les petits volets de moutons, de poulets, de cabris et autres, les mineurs sont mis ensemble avec les grands volets, les bandits, les coupeurs de grands chemins, les tuyers. Et quand ces mineurs sortent, ou bien les petits volets la sortent, deviennent aussi des grands voleurs parce qu'ils ont appris quelque chose là-bas. Est-ce que la prison joue toujours son rôle en Afrique aujourd'hui? Et dernière préoccupation, comment nous allons faire pour que nos lieux de détention soient un lieu de correction et de réinsertion de ceux-là qu'on envoie en prison? Parce que la prison ne n'existe plus rien aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout. Et vous dites que mais si on m'arrête, j'irai en prison seulement et je vais ressortir. Et avant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant qu'on arrêtait quelqu'un et sa famille est touchée. Mais aujourd'hui, ça ne dit plus rien. C'est comme bon. Quel que soit ce qui va se passer, je vais sortir avec mes sous-sols là et je vais bouffer. Comment faire maintenant pour que la prison soit derrière durée? D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Nyonkosu. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Monsieur Guadamassi Wahabtin. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Guadamassi. Je dis bonjour aussi au professeur Moulou. Oui. Monsieur Guadamassi, bonjour. Bonjour. Ce que moi je me confesse, c'est que l'État doit sévir. Ça doit sévir. Parce que même quand ils sortent de la prison, ils continuent pas à faire la même chose. Voilà, ils ont attaqué une dame d'Amazon. La dame a fait AVC. Elle est morte. Donc
Donc il faut que l'État s'éveille. Même s'ils sont en prison là, on a trouvé une manière pour les régler. Donc c'est ce que moi je pense. D'accord. Merci beaucoup à vous. Un autre intervenant? Pas encore. Nous revenons donc au plateau en attendant de recevoir d'autres appels. Merci et donc, beaucoup. Je crois que nous sommes en pile dans la problématique que vous venez à peine de soulever. La prison, oui. Première des choses, oui. Dysfonctionnement de nos institutions. Oui. La prison. Lorsque quelqu'un va en prison, c'est pour payer ses dettes. Donc, il sort indemne des fautes qu'il a commises. Oui. S'il sort et qu'il reprend, ça veut dire que c'est un échec à deux niveaux. Okay. Au niveau de l'institution prison et à son propre niveau. Ça veut dire que la prison n'a pas réglé. La politique pénitentiaire doit donc être revue. Deuxième élément, s'il est en prison et qu'il continue de faire ça, là c'est le pompon. C'est encore plus grave. Ceux qui, si ça existe, ceux qui parviennent dans... Et puisque en prison, vous êtes à la disposition dans les liens de l'État, vous n'êtes plus vous-même privé de votre liberté. Si donc l'État vous a en main et qu'au nez à la barbe de l'État, vous faites ça, il faut poser des questions à l'État à travers ces institutions et ces structures étatiques-là. Donc le problème, le verre est dans le fût si jamais quelqu'un est en prison et continue de faire ça. D'accord. On va prendre un autre, on reviendra. Vous aurez le temps d'opiner. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naouma. À qui avons l'honneur? C'est Médard Pazou, m'appelle. D'accord, merci de passer par ici. Et je voudrais rappeler, en attendant que vous puissiez appeler, que le standard reste ouvert, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Oui, je vous écoute à présent. Je dis bonjour, professeur Amoulouvi. Mon frère Médard, bonjour. Je suis ce monsieur sur un plateau, je crois qu'il dit les choses très bien, qu'on n'a même plus de questions à poser. Mais tout de même, c'est une question, mais c'est peut-être une suggestion. D'accord. Je confirme ce qu'il a dit, la manière d'aborder les dignitaires, sinon les boucons de ces gens-là, je confirme que c'est exactement comme ça que cela se passe. Que ces gens ne viennent jamais dire... Et je crois de tout cru, j'ai une affaire, je veux que vous apprivoisiez quelqu'un, je veux que vous me tuez, même pour que je gagne de l'argent. Non. Ils ont une manière d'aborder les gens. Maintenant, on ne peut pas mettre, ces boucons, je crois que le professeur Douy Amouni de quoi je parle, est-ce qu'on ne peut pas mettre à contribution ces boucons ou bien ces dignitaires-là pour faire un travail? Si ces gens-là qui sont en prison, je crois qu'ils ont un problème. Mentalement, je vous dis, ils ont un problème. Celui qui demande de tuer un enfant, par exemple, pour essayer quelque chose, pour avoir quelque chose, pour gagner de l'argent, celui-là n'est plus normal. Est-ce qu'il n'y a pas un travail? Il y a un lobby qu'on peut former au niveau de cette unité-là, qui va parcourir cette prison et faire un travail mental, un travail psychologique. À ces jeunes-là, puisque là, il y a un problème. La prison là ne va pas résoudre leur problème. Ils sont en prison, mais c'est des gens qui ont toujours des vérités en eux. Est-ce qu'on ne peut pas former un lobby pour aller, je ne sais pas, faire quelque chose pour que ceux-là redeviennent, renaître de nouveau professeur de Dieu? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous avons un autre intervenant? Pas encore. Donc il paraît que vous donnez tellement d'explications que les citoyens ont toute la satisfaction, mais quand même les préoccupations sont là. Donc on revient toujours sur les cas évoqués par rapport aux prisons. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Médard et tous ceux qui sont intervenus, merci Sébastien et tout le monde pour l'apport à travers les questions, c'est approfondi qu'il soit. Donc la question de la prison retombe sur la question des institutions qui sont en faillite, des institutions qui doivent retrouver leur marque. Et est-ce que nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir si la prison en tant qu'institution nous ressemble, si c'est notre identité ou bien si c'est les référents d'autres qu'on nous a balancés et nous n'avons plus fait un effort. Avant là, l'organisation sociale chez nous, comment est-ce qu'on punissait les hors-la-loi, ceux qui sont hors tradition, ceux qui enfreignent aux règles de bien vivre, de bon vivre, de vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une manière, une mi-chemin entre
cette notion très régalienne, républicaine, moderne de la prison, privation de liberté, et les manières dont on réglait ces problèmes anciennement chez nous. Comme ça, nous deviendrons nous-mêmes. Et je suis d'accord, la prison est un espace de privation de liberté, mais aussi de correction, maison d'arrêt et de correction. Et si je rentre dans une maison de correction, que je ressors plus pourri que je ne suis rentré, il y a problème. Si je sors et que je ne sors pas plus pourri, donc plus bandit, plus gangster, je voulais un œuf, je rentre dedans, je suis capable de voler une voiture, et c'est là que j'ai appris ça, la prison ne joue plus son rôle, il faut raser. On prend un autre intervenant. Bonjour, je crois qu'il est parti, hein? Il va certainement revenir. Il va revenir. On continue. Alors, la question suggestion, si... une fois encore, je ne stigmatise pas Bokono, je ne stigmatise pas pasteur, je ne stigmatise pas musulman, je ne sais pas imam et tout, marabout. Non. Une fois encore, je mets en présence ceux qui détiennent un pouvoir, ceux qui ont une connaissance, un savoir et qui peuvent le mettre à disposition. C'est toutes les personnes susceptibles d'accompagner ce phénomène-là qui doivent être prises en compte. Du moment où nous avons revu notre système et notre institution pénitentiaire, prison, etc., du moment où nous avons trouvé les réponses justes aux problèmes graves qui se posent à nous, il n'y a pas de raison que dans ces solutions justes-là, tous les acteurs, y compris grands frères, petits frères, tantes, cousines, pères, mères, État, toute la famille, tout le monde, toute la société ne puisse apporter, y compris aussi, et pasteurs, et musulmans, et imams, et bokono, et couventistes, tout le monde, tant que l'hydre est terrassé, tant que le problème est réglé, moi je dis bingo, personne ne sera du reste pour qu'on règle ce problème. Auditeur en ligne, il est déjà parti, c'est ça? Il est parti. Deuxième élément majeur. C'est ça. Lorsque on dit que des gens sont parvenus à tuer des personnes, à faire des sacrifices humains, à faire ci, à faire ça, une fois que cela est établi, il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'une religion. Il faut comprendre que c'est le fait des personnes qui commettent ces crimes. Il n'y a pas de religion qui autorise ce genre de manifestation. Donc, dès qu'on le fait, il faut donner les réponses justes plutôt que de vouloir se réfugier derrière une obédience ou une autre. Permettez-moi, je voudrais donc dire aux auditeurs qui ont du mal peut-être à appeler en direct, ils peuvent donc laisser leur message sur notre numéro WhatsApp, que je rappelle ici, le 50 52 52 73. Je ne demande pas de faire des appels WhatsApp, on ne pourra pas décrocher, mais s'ils ont du mal à nous appeler en direct, ils peuvent donc laisser leur message sur le numéro 50 52 52 73. On pourra donc lire ces préoccupations-là ici, et je précise bien les questions, pas le développement. Si vous tenez à faire le développement, vous nous appelez en direct, mais si vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer sur le numéro WhatsApp 50 52 52 73. Je crois qu'il y a un intervenant en ligne qu'on va prendre en même temps. Bonjour à vous, chers auditeurs. Bonjour. C'est tellement quelques difficultés sur la ligne aujourd'hui, et nous allons donc poursuivre avec vous. Oui, professeur. Donc, il faut qu'on arrête avec la... Oui, avec le vaudou, on fait ça. Oui, avec... Non. Il faut arrêter ça. Quand on approche le phénomène, quand on connaît le mode opératoire... Mais quand on va quand même traquer des fois ces cybercriminels, on retrouve des choses sous leur lit. Les choses sur leur lit ne sont pas à mettre au crédit d'une religion. C'est à mettre au crédit d'une maîtrise, d'une connaissance précise. Et n'importe quelle religion peut aller vers... C'est un peu quand vous prenez des artefacts. Vous prenez le beau. Le beau n'est pas une émanation du vaudou. Le beau n'est pas une exclusivité, voilà le mot, du vaudou. N'importe qui peut, connaissant, maîtrisant ces réalités, peut
égale sa religion en dehors de vaudou peut très bien faire ça. Il ne suffit pas de voir ça pour qu'on dise « Ah, tout de suite, le boulevard est tracé pour nous amener vers le vaudou. » Ça n'a absolument rien à voir. Oui. Et le vaudou, non, la constellation du vaudou telle qu'elle se passe même ne peut pas supporter ce genre de polarité aussi négative. C'est pas possible. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone, non? Il se trompe de numéro, d'accord. Merci beaucoup à vous. Et donc, on revient sur les questions qui sont déjà posées. Il y a Sébastien Nyokrosu, je crois, non, Akhwasu Ronfort, le premier intervenant, qui a dit « Arrêtez, est-ce que c'est vraiment la solution ?» C'est une solution, puisque c'est ce que nous offrons aujourd'hui comme première solution à toute personne qui tombe sous le coup de la loi. Voilà. Nous sommes dans une république, force doit rester à la loi. Donc, dès que vous vous rendez responsable de ça, première réaction, première réponse, les juges, ils apprécient et vous avez la sanction qu'il faut. Au cas où c'est là, arrêt, c'est là, prison, il faut aller plus loin pour dire, est-ce que la prison seule, cette privation de liberté seule suffit pour récupérer? Parce que l'objectif final, c'est de pouvoir récupérer. Donc, une fois en prison, qu'est-ce qui est mis en place pour que, une fois que tu as fini de purger ta peine, tu ne puisses pas rechuter? Et c'est là que commence la problématique. Qu'avons-nous mis en place? Qui sont ces gens-là qui le font? Qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel? Qu'est-ce qu'ils ont comme étendue, comme possibilité, comme... potentiel, le mot, je n'en trouve pas meilleur. Et comment est-ce que l'État récupère tout ce potentiel-là pour le mettre au service du bien? Parce que ils ont pris le potentiel et ils l'ont mis au service du mal. Comment est-ce qu'on retourne la situation pour que les cybercriminels maîtrisant les réalités du numérique, de l'ordinateur, de ci ou de ça, deviennent plus tard non pas la Silicon Valley, mais la Benin Valley ou les as du numérique au Bénin, pour que le Bénin aussi s'inscrive en lettres ou inscrive en lettres d'or son histoire du numérique. C'est tout à fait possible. Et on n'a pas forcément besoin de faire de grandes études pour pouvoir orienter ces personnes-là qui utilisent le numérique pour pouvoir arnaquer ou pour escroquer. Ils peuvent, on peut les amener à gagner décemment leur vie en faisant autre. Peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être que ça c'est plus compliqué, peut-être que ça demande davantage de moyens ou de garanties qu'ils n'ont pas. L'État mettra à disposition cela pour que la reconversion ne soit pas impossible. Oui, parce que malheureusement, un auditeur l'a dit, Sébastien Yonkrosu, nos prisons sont surpeuplées. Et aujourd'hui, même la semaine passée, j'ai eu à faire une émission ici avec Prince Serge Arbodjan sur la situation carcérale dans notre pays. Mais le petit voleur qui va en prison, il retourne à ses parents comme un grand voleur. C'est maintenant qu'il devient plus fort. Est-ce que l'État, véritablement, ne devrait pas revoir les choses au lieu de traquer et de jeter juste en prison pour un séjour? Est-ce que l'État ne doit pas... Avant d'y répondre, on me dit qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Auditeur en ligne, votre nom? Pardon, Débé Anissé. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est un apport que je veux faire. Allez-y. Oui, je disais que c'est la forme, c'est la sionisme, c'est la pénalité, parce que si tout ça, si tout le monde aime l'argent, le policier, l'agent d'État, l'agent de sécurité, les gens sont en prison, ils escortent les gens, c'est parce que les gens ont un amour attaché, très attaché à l'argent, et ils traitent l'argent de tout ça. Je veux que la forme de garder les gens en prison au sein de la révolution soit appliquée. Sinon la prison aujourd'hui, normalement, c'est une institution de régulation sociale. Mais les gens n'ont plus peur de la prison aujourd'hui. L'État a une grande responsabilité à jouer dans l'éradication de la cybercriminalité. Et je disais aussi, si l'État peut penser à des perspectives ou bien à autres solutions, bien qu'on peut garder les gens en prison, on ne refuse pas. Mais si on peut trouver un petit métier pour ceux qui sont en prison, je vois que ça serait aussi mieux. Et c'est ma participation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et donc, professeur, il y a un autre? Ok, il est déjà parti.
Nous allons donc poursuivre. Il peut certainement revenir. Mais j'ai une question. J'ai une question en ligne ici qui a été envoyée où l'intervenant dit « Ma question est la suivante. S'il faut punir sévèrement les pratiques de cybercriminalité, ne doit-on pas aussi faire de la même manière pour les pratiques de sorcellerie qui ne sont pas prises en compte dans l'arsenal infractionnel du droit positif actuel ?» Ah oui, bonne question. Oui. Mais quand on regarde un peu on dit que la preuve est la rançon du droit, c'est quoi? C'est ce qu'on dit. Mais nous sommes dans un domaine ici où la preuve ne court pas les rues. Elle n'est pas cartésienne. Donc, aller dans ce domaine-là ne serait pas aussi systématique que dans le domaine du vol, dans le domaine du viol, dans le domaine du mensonge, etc. etc. Et il faut une autre approche pour aller sur ces pratiques-là. Et je crois que les juges, les magistrats, les collègues qui ont en charge la justice dans le pays, ils parviennent. Mais je pense qu'ils sont suffisamment démunis parce que quand je regarde le programme de formation dans nos facultés, dans nos universités, il y a ce pan-là qu'il faut investir sérieusement et armer nos collègues qui au quotidien sont face à ces réalités-là. C'est d'un autre ordre carrément. Oui, la refonte, j'ai bien envie de dire le système carcéral à la barre. Chez nous, puisque nous sommes au Bénin, c'est du Bénin que nous parlons. Parce qu'un intervenant en ligne dit « Priver un individu de sa liberté ne résout pas le problème. La terre ne ment pas. Amenons-les à cultiver, amenons-les dans les industries et la tenue des prisons, ou bien, si je comprends bien, les habitants de la tenue de la prison doivent travailler. On peut aussi les former. Le Bénin a évolué. Merci, c'est Edmond Chibozo donc, qui a signé ce message. C'est tout à fait possible, mais il faut que tout ça se déroule encore à l'intérieur ou dans le cadre d'une loi. Que ce soit complètement encadré. Si je comprends bien, il dit quoi? C'est qu'on les amène à cultiver ou dans les districts, mais en habillant les prisonniers là de leur tenue. Simplement au niveau de l'accoutrement. Il faut très bien encadrer ça. Il y a déjà les travaux d'utilité publique ou d'intérêt public auxquels ces gens s'adorent. On a vu dans d'autres cieux des prisonniers faire des centaines, milliers de kilomètres pour pouvoir conjurer leur peine, à faire leur peine, en communiant en des travaux. Tout ça, c'est possible. L'essentiel, c'est de bien encadrer cela. Mais au-delà ou en plus de ça, je pense qu'il faut réintégrer, il faut réformer. Et il n'y a pas que ce système. Pratiquement depuis 2016, le Bénin est dans un chantier de réforme avancé à tous les niveaux où pour que la prison, système carcéral, système pénitentiaire joue réellement son rôle, il faut l'ouvrir, il faut le recadrer, il faut le réformer afin que le petit voleur qui va en prison ne sorte pas grand voleur comme vous venez de le dire. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas l'objectif, c'est de pouvoir accompagner le citoyen à être plus vertueux. Donc à l'intérieur, nous devons trouver, l'État lui-même doit trouver les voies et moyens pour rendre le citoyen beaucoup plus vertueux. D'accord. Il y a Badamassi qui a fait une contribution, qui a parlé de ce que l'État doit sévir parce que les victimes font des AVC. Et il a donc cité un cas tout récemment, une dame qui a été escroquée, qui a fait un AVC. Donc Meda, lui, parle bien entendu de la manière d'aborder les Bokonons sur la problématique. Il demande comment vraiment mettre à contribution les Bokonons pour atteindre donc l'assainissement. Je répondais que ce n'est pas en ciblant les Bokonons, les Bokonons que tous les paliers en profondeur de la société, tous les acteurs susceptibles d'apporter un plus pour régler ce problème-là devaient le faire. Donc, chaque fois que moi je parle d'État, je vois l'État dans tous ses démembrements, comme ce mécanisme complet du plus petit jusqu'au plus grand. Je ne vois pas un gouvernement ou détenteur de l'autorité publique différent. Non, je vois toute la société qui doit maintenant trouver de nouvelles valeurs, puisque les valeurs sont en composition, en décomposition, en recomposition permanente. Nous évoluons vers une situation où les anciennes valeurs vont être recomposées. Dans cette recomposition, il faut que chacun joue
convenablement sa partition. Malheureusement, le Bénin est pris dans un tourbillon événementiel ouvert sur le monde, au point où soit nous n'avons pas le temps de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui nous arrive, comment ça s'arrive, soit nous ne prenons pas suffisamment le temps qu'il faut à la réflexion avant de lancer, ou soit parce que nous sommes contraints d'accepter tout ce qui nous vient de l'extérieur. Oui. Je m'amusais encore tout récemment, je sors un peu du cadre, je suivais une autorité française dire à la télévision que l'État français s'apprête à renvoyer tous les polygames du territoire français, simplement parce que la polygamie ne correspond pas aux valeurs de la France. Bingo. Oui. Mais je peux me poser en retour la même question. Oui. Et ce qu'ils viennent nous imposer ici, et les renvoyer LGBT de la dernière fois, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir si ça correspond à nos valeurs à nous? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes posé ces questions-là? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce débat-là est fait? Donc, ou bien nous ne nous posons pas toutes les questions des décisions droits de l'homme qui nous tombent dessus, ou bien nous ne cherchons pas à réfléchir, nous faisons économie de réflexion, et du coup, nous avalons tout. Or, celui qui avale tout, il ne peut pas ingurgiter, il ne peut pas digérer. Finalement, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous ne devenons pas ce qu'on veut que nous devenions, et nous sommes comme des chauves-souris dans la société. C'est ça. Il faut que nous travaillions là-dessus, il faut que nous sachions quelle est la vision, quel est l'objectif, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous voulons comme valeur qui va cimenter nos vivres ensemble dans ce Bénin-là, Bénin qui est en proie à tous les vents, à tous les événements que l'extérieur nous apporte. Et l'autre veut toujours imposer sa culture, l'autre veut toujours imposer ses références à nous. C'est à nous, à l'intérieur de cela, de prendre ce qui est bon, de laisser ce qui est mauvais et d'avancer dans notre âme pour pouvoir apporter quelque chose à l'universel. Mais je pense que ce travail, nous ne le faisons pas suffisamment. Je disais, la troisième alternative, c'est que nous sommes contraints d'une manière ou d'une autre. Si vous n'acceptez pas telle chose dans votre loi fondamentale, si vous ne sortez pas la loi sur telle ou telle chose, on va vous couper le robinet financier, on va plus vous aider à faire ci, on va plus... Donc, dans ces conditions, je peux imaginer que ce n'est pas facile pour les décideurs à tout niveau de ce pays-là, mais il faut que on puisse trouver en nous-mêmes le génie nécessaire pour rester nous-mêmes et demain dire voilà ce que nous apportons à l'universel. Et c'est notre amour pour l'argent, selon un intervenant, qui nous amène à tout ceci. Est-ce que je vais dire un mot pour l'argent? Aujourd'hui, l'évolution de la société a fait que l'argent a pris des proportions plus que le phénomène de l'amour. Les rapports de socialité, les interactions, il n'y a pas une seule interaction sociale aujourd'hui que moi je puisse mettre en œuvre qui ne soit empreinte de l'argent. Donc, l'argent a intégré des sphères et des niveaux, a atteint des niveaux tels que on ne peut pas s'en passer. Malheureusement, au lieu d'être un instrument, il devient notre maître. Le travail est à ce niveau. Ce n'est pas l'amour de l'argent. Sans argent, nous ne pouvons absolument rien. Mais c'est comment on fait pour que l'argent soit notre serviteur et non nous, le serviteur de l'argent, qui est le problème. Est-ce que c'est un des amours qu'il faut entraîner? Non. C'est une utilité, c'est une nécessité aujourd'hui de chercher l'argent. Le seul problème, c'est de le chercher dignement, de le chercher valablement, de le chercher de manière toujours le considérer comme mon serviteur et non à me considérer comme le serviteur de l'argent. Tout le problème est à ce niveau. Moi, je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent, mais je ne peux pas vivre sans argent. Voilà. D'accord, la question est précise. Et tout simplement, on voit par exemple des apports sur notre numéro WhatsApp, quelqu'un qui dit que si l'État créait des camps industriels et des ateliers de formation afin de façonner à nouveau les détenus, cela peut donc changer quelque chose. Et ça va même plus loin. Ça va plus loin. Ouais. Il faut prévenir ce mal. C'est de pouvoir aussi mettre en place les meilleures politiques éducatives pour que juste après le bac ou même avant le bac, on ait des traverses, des possibilités au bout de 2 ans, au bout de 3 ans de sortir avec quelque chose en main qu'on puisse faire. Et regardez, la plupart de la grande majorité de ceux qui s'adonnent à ces choses,
c'est des jeunes diplômés, diplômés sans emploi, c'est des gens qui sont des chômeurs aujourd'hui, hier ils avaient de l'emploi, aujourd'hui ils n'en ont pas, ou c'est des gens qui sont mal payés, sous-payés, etc. En tout cas, il doit avoir un problème quelque part. Il y a quelqu'un qui dit, ne peut-on pas associer les dignitaires encore bien sérieux de nos jours à la chose? Moi, je ne sais pas s'il y a... Comment on peut les identifier, ces dignitaires sérieux? Une bandelette comme place, ou qu'il y a, excusez le peu, un sérioromètre qui nous permet de mesurer le caractère sérieux de... Non. Le problème, il est beaucoup, à mon avis, il est beaucoup plus profond que cela. Parce que le dignitaire avec qui vous allez, a priori, c'est un homme. Et quand je dis dignitaire, c'est dignitaire de toute obédience religieuse, c'est dignitaire sociale, c'est dignitaire culturelle, c'est une élite, c'est une personne ressource. Et quand vous allez vers lui, il n'y en a pas de sérieux, il n'y en a pas de peu sérieux. Ils sont dignitaires. Vous allez vers leur expérience sociale, vous allez vers leur âge social, vous allez vers leur stature sociale pour qu'ils contribuent à régler un problème. Et je dis que déjà à leur propre niveau, quand il leur arrive une offre de « aide-moi à tuer quelqu'un, aide-moi à anarquer, à escroquer quelqu'un », à 99%, à 100% des dignitaires, ils ne le feront pas. Maintenant, ceux qui le font, je ne les appellerai pas des dignitaires religieux. Je ne les appellerai pas des acteurs religieux. Je les appellerai des citoyens qui jouent avec la loi de leur pays, qui décident de se mettre en marge de la loi et qui doivent être punis pour cela. Est-ce que ces gens-là, on va les mettre à contribution? C'est non. On ne peut pas les mettre à contribution. Ils sont déjà dans la mouvance d'accompagner les gens à faire mal. Maintenant, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent à des niveaux ou à des carrefours susceptibles d'agir sur ces personnes-là, par leurs conseils, par leurs pratiques, par n'importe quelle chose, oui, on ne fera pas économie de ces personnes. Pas plus qu'on ne fera économie d'un enseignant, d'un maître catéchiste, d'un maître coranique, de toute personne en situation d'autorité, en situation de leader éducation. On ne fera pas économie de ces gens-là. L'essentiel, c'est que la société trouve aujourd'hui des vraies valeurs boussoles à l'intérieur de laquelle nous allons formater le Béninois d'aujourd'hui et de demain. Ces valeurs que nous avons aujourd'hui sont des valeurs effritées. Ces repères que nous avons aujourd'hui sont des repères brouillés, où le jeune qui vient dans la vie, qui vient sur le marché du travail, qui va vers un choix de famille, il n'a plus de voix, il n'a plus de modèle, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et c'est à ces réponses qu'il faut donner aux jeunes, puisqu'ils sont l'avenir de demain. C'est ces réponses qu'il faut leur donner. Alors, un autre intervenant, Jean-Pierre, qui dit ma question est la suivante. Le Bénin n'est pas le premier ni le dernier pays à avoir le système de cybercriminalité. Je me demande, c'est l'intéressé qui dit ça, je me demande si c'est la même manière que cela se gère dans les autres pays. Du moment où nous n'avons pas le même droit positif, nous n'avons pas les mêmes lois, nous n'avons pas les mêmes structures, nous n'avons pas les mêmes manières d'accompagner ces problèmes-là, ça ne peut pas se gérer de cette même manière. Non. Ce n'est pas les mêmes hommes, ce n'est pas les mêmes lois d'ici et d'ailleurs. Maintenant, nous, comment nous allons faire? Nous regardons le droit positif. Si le droit positif doit être renforcé, doit être dépoussiéré, doit être accompagné, amélioré, nous l'améliorons. Ensuite, nous voyons les institutions sociales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la prison joue son rôle? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la famille joue son rôle? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que l'école retrouve ses notes de faiblesse, de noblesse, pardon? Que faut-il pour que la catéchèse soit catéchèse avec les nouveaux défis contemporains, avec les nouveaux défis d'aujourd'hui? Telle est la question. Et une fois que nous apportons des solutions à ces institutions, des moyens à ces institutions sociales, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne jouent leur rôle et apportent des solutions béninoises aux problèmes béninois qui se posent. Maintenant, au-delà du Bénin, la question de la cybercriminalité est une question over frontière. Donc, moi, je ne trouve aucun problème à ce que le Bénin interpole toute personne au-delà de nos frontières. Parce que quelqu'un vient de dire, est-ce que c'est pas notre proximité avec le Nigeria qui permet donc de constater ce boom-là? Aujourd'hui, Paris,
Moscou, Pékin, Shanghai est plus proche de Cotonou que Abuja ou que Lagos, si je décide. C'est ça. Donc le monde village planétaire, la proximité spatiale ou territoriale joue très peu. Puisque ici, nous parlons de cybercriminalité et la distance est complètement réduite à néant. Donc le problème n'est pas notre proximité avec le Nigeria seulement, le problème est que mettons-nous en place déjà à la source pour empêcher ou pour rendre plus complexe, parce qu'empêcher, je ne sais pas si c'est possible. Quand je sais que la KGB aussi, quand je sais que la CIA aussi, quand je sais que les grandes sommités mondiales sont attaquées, je dis, est-ce qu'empêcher est possible? Maintenant, si on ne peut pas empêcher, que mettons-nous en place pour réduire, pour rendre plus complexe, plus difficile le fait d'aller sur ordinateur, d'utiliser les réseaux sociaux pour en arriver aussi facilement une législation beaucoup plus pointue, beaucoup plus dodue, renforcée, un recadrage ou une mise, sous balise, beaucoup plus rapprochée, et amènera les uns et les autres à savoir raison garder. J'ai donné à l'entame de cette émission l'exemple de certains pays, de certaines sociétés où vous ne pouvez pas introduire certains mots et faire des recherches. C'est ça. Sur des moteurs de recherche, même sur Internet. Est-ce que le Bénin ne peut pas se doter de ces moyens-là pour recadrer un certain nombre de choses, se donner les moyens pour pouvoir traquer jusque dans le dernier retranchement? Ce sera donc votre mot de fin sur cette émission et je voudrais bien que vous puissiez axer le développement sur la dimension sociologique qu'il faut avoir par rapport à cette lutte-là qui est menée aujourd'hui. Ce sera donc votre mot de fin. Oui, je voudrais dire de ma position d'observateur, de ma position de sociologue, que les valeurs qui régissent la vie en société constitue quelque chose qui se compose, qui se décompose et qui se recompose. Aujourd'hui, nous sommes en train de fixer cette pratique comme une antivaleur, comme une sorte de déroute, comme une sorte de morosité, etc., etc. La société n'étant donc pas figée et évoluant, la société béninoise étant dans une société beaucoup plus globalisée, dans un monde globalisé, il va falloir que dans la recomposition des valeurs d'aujourd'hui, toutes les institutions sociales, tous les acteurs sociaux, tous les citoyens sociaux puissent se mettre ensemble pour, tout en renouvelant les pratiques d'hier et en les mettant au goût du jour d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, nous puissions être nous-mêmes et offrir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que nous ne jetons pas le bébé et l'eau qui a servi à laver le bébé en disant notre société est anomique, notre société est sans valeur. Non, nous disons notre société, parce qu'elle évolue, crée de nouvelles valeurs. Dans la création de ces valeurs, comment nous faisons pour garder la tête hors de l'eau? Comment nous faisons pour redonner la valeur à l'enseignant, pour redonner la valeur à la famille, au père et à la mère? Qu'est-ce que nous mettons en place pour que on ne fasse pas l'amour précocement, beaucoup plus tôt, pour devenir père beaucoup plus tôt, sans pouvoir éduquer son enfant? Comment nous faisons pour que l'État accompagne tous ces mouvements? Et comment nous faisons pour que, une fois qu'il y a des déchets sociaux, des rebuts, des hors de la loi, on puisse corriger cela et réinsérer ces personnes dans la société afin que chacun, à sa place, joue le rôle qu'il doit jouer pour le développement de notre pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Dodji Amozouvi. Je rappelle que vous êtes titulaire de sociologie et anthropologie religieuse et vous étiez donc sur ce plateau pour, bien entendu, aborder la question, la dimension sociologique de la lutte contre la cybercriminalité dans notre pays, ce mal qui fait donc des victimes. À nouveau, merci pour votre passage sur Franc Palais. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Les mots ont résonné et la société a entendu. Il reste à faire bon usage de tout ce qui est dit. Était donc à la mise en onde de cette émission Ghislain Abangba, à la prise de vue Job Chikwe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Bonne suite à vous. Restez sur Radio Cotonou